Il me revient ce soir d'accompagner Gérard dans son deuxième séminaire. Il a annoncé dans l'invitation qu'il nous parlerait d'un livre d'Edouard Saïd. Alors je vais vous faire une toute petite présentation d'Edouard Saïd. Cette présentation, elle est fortement inspirée de Christopher Bollas, qui a eu l'occasion de présenter Edouard Saïd dans une conférence à Londres en 2001. Donc Edouard Saïd est né en 1935 dans la partie occidentale de Jérusalem, alors que sa famille vivait au Caire. Mais il venait souvent faire des séjours en Palestine, où il avait des amis, des cousins qu'il visitait régulièrement. Sa famille a été chassée de Palestine en 1848, et il n'y retournera que 45 ans plus tard. Après la guerre des 6 jours, alors. Il s'est installé aux États-Unis, d'abord à l'université de Princeton, puis à l'université Columbia, où il commence comme professeur assistant. Et parallèlement, il se met à écrire. Il a écrit un certain nombre d'ouvrages, Orientalisme, Beginnings, entre autres. Et certains de ses écrits traitent de ce que nous pourrions appeler, dans un terme un petit peu compliqué, une résistance provincialiste aux faits multiculturels. En psychanalyse, et je parle sous le contrôle de Gérard, on parlerait d'une forme de scission de l'ego par laquelle tout être résiderait en paix à l'intérieur d'un unique fragment de lui-même, de peur de se laisser troubler par d'autres parties du tableau d'ensemble. Si je cite Edouard Saïd, la plupart des gens ont principalement conscience d'appartenir à une seule culture, un seul pays, un seul cadre. Les exilés ont conscience d'au moins 2 cultures, et cette pluralité de visions donne naissance à une conscience de dimensions simultanées, une conscience qui, pour emprunter une formule à la musique, est contrapuntique. Nous pourrions transférer, si j'ose utiliser ce mot de transfert, cette invention dans la théorie psychanalytique en proposant la notion de contrepoint psychique, et je pense que Gérard nous en parlera plus en détail. Je reprends la biographie de notre auteur. En 1977, il entre au Conseil national de Palestine, dont il démissionnera en 1991. Il fut membre d'énormément de sociétés, d'académies prestigieuses. Il a reçu un très grand nombre de distinctions honorifiques. Et c'est aussi quelqu'un qui est un très grand pianiste et aussi un critique musical reconnu. Et ça ne sera pas sans lien avec de prochaines conférences dont on vous parlera au fur et à mesure de notre avancée. Et donc notre auteur décédera en 2003. Voilà, la biographie rapide que je vous présente. Et maintenant, je laisse la parole à Gérard, qui nous fait découvrir ce livre qui s'est imposé dans notre travail. Qui est venu voilà. Tout seul. Oui. Merci Sylvie, en tout cas, de ta présentation et de tout ton travail que tu fais. Avant d'aborder d'ailleurs le livre d'Edouard Saïd, je voudrais un peu introduire un certain nombre d'autres notions. D'abord, dire ma joie que l'aventure continue. Et la dernière fois, nous étions arrivés à cette conclusion que ce concept de complexe de Caïn ne se résout pas comme le complexe d'Oedipe, il se maintient toute la vie. Il se maintient toute la vie et le lieu de sa gestion, si je puis dire, c'est la scène politique, au sens large, politique, sociale, etc. Alors, à partir du moment où nous passons déjà d'une problématique individuelle à une problématique collective. Et ceci fait que, à partir d'aujourd'hui, je voudrais qu'on considère que ces 2 noms, Caïn et Abel, ne sont pas des noms seulement. Ce sont ils forment ce que j'appellerais un algorithme. Ou peut-être Lacan parlait de
Mathème. Ce serait un mathème, Caïn, Abel. Entre les deux, je mettrais comme ça, par nostalgie, je dirais, par ce que Lacan appelait un poinçon. Donc il y aurait comme ça, Caïn, poinçon d'Abel. Alors le poinçon, je ne sais pas si vous voyez comment il dessine un poinçon, c'est 2 V retournés comme ça. Un petit losange. Ce poinçon est très important. C'est ce qui fait que la rencontre de Caïn et d'Abel ne se termine pas en violence et en meurtre et en guerre. Donc ce poinçon, c'est la politique, mais c'est aussi peut-être d'autres choses, la culture. Et sous chacun de ces termes, je vous proposerai toute une série de termes, une petite liste. Bien sûr, à l'origine, il y avait un cultivateur et les cultivateurs et les éleveurs. Nous savons que les deux ne s'entendent pas toujours dans les sociétés primitives. C'est le cas de Caïn et Abel, d'ailleurs. L'un était cultivateur et l'autre était... Je mettrai le maître et l'esclave. La fameuse dialectique avant qu'ils soient maître et esclave, il y avait deux sujets. Il y en a un qui va devenir esclave. Je mettrai autochtones et immigrés. Je mettrai... je peux mettre plein de trucs. Hommes et femmes. Après tout, souvent, la femme prend la position d'Abel. Je mettrai Occident et Orient. Cette rencontre impossible, dont on va parler d'ailleurs ce soir. Je mettrai catholicisme et protestantisme. Est-ce qu'il y a une guerre plus violente que celle du Moyen-Âge après la Réforme entre protestants et catholiques? L'Allemagne, dans cette guerre de 30 ans, a été complètement dévastée, détruite. Il y a eu des millions de morts dans l'Allemagne à cause de ces guerres de religion. Je mettrai Israéliens et Palestiniens. Vous voyez, la liste est assez longue, on peut y mettre beaucoup de choses. Donc c'est ça mon algorithme, mon mathème. Alors la petite taquinerie que je voudrais faire à Sylvie, et à son mari absent ce soir, qu'est-ce qui a fait la paix entre les protestants et les catholiques? Qu'est-ce qui a apaisé quelque peu? Je propose, c'est la musique. Pourquoi la musique? Parce qu'il y a eu le plus grand compositeur occidental de tous les temps, qui s'inspirait aussi de culture pas européenne, qui s'appelle Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach, a fait le pont entre catholiques, avec des jalousies d'ailleurs, parce que les catholiques se disent pourquoi il n'est pas catholique? Eh bien, il n'est pas catholique, il est luthérien. Et aujourd'hui, dans les églises, on joue Bach. Dans les temps protestants, on joue Bach. Je dis tout ça parce que ce Genèse 4, ce chapitre de la Genèse 4, est d'une richesse, vraiment, à chaque fois, j'y reviens et je voudrais y revenir. Donc vous savez, je pense que vous avez ça maintenant par cœur, après avoir commis son abominable acte, Caïn se fait sonner les cloches et commande par Dieu lui-même, mais que quand même, il ne le condamne pas à mort, hein, ce qui montre bien que dans l'enseignement biblique, la peine de mort n'est pas très... Et cet homme-là, il fait un certain nombre de choses. Il va, dit le texte, au pays de Nod. Au pays de Nod, alors en hébreu, Nod, ça veut dire errer. C'est un homme qui va errer, qui va s'exiler. Le destin de Caïn, c'est l'exil. Et ce pays de l'exil, la Bible l'a appelé à l'est d'Éden. Et nous avons pris cette expression comme titre de notre rencontre cette année. Donc en hébreu, Nod, c'est l'exil. Donc Caïn, il devient un exilé. Il faut bien noter que l'exil, et on va rejoindre Edouard Saïd, l'exil est une dimension constitutive de l'être humain. Comme disait
par hasard, je suis tombé sur un texte d'un rabbin qui s'appelait Yoel Tenenbaum. Yoel Tenenbaum appartient à une secte, c'est un courant du chassidisme. Le chassidisme, peut-être vous savez ce que c'est, mais en même temps, il était très hostile au sionisme. Et il a dit ceci, il disait aux sionistes, c'est quoi votre projet? C'est de supprimer le manque. Eh bien, sachez, mes amis, que le manque est constitutif de l'être humain. Et pas que les juifs, tout le monde, la dimension du manque. On dirait qu'il a lu Lacan, ou alors Lacan l'a pompé, je ne sais pas. Enfin, Tenenbaum est antérieur à Lacan. Alors, je vais revenir sur ce point. Alors, je voudrais quand même noter que dans la descendance de Caïn, nous sommes les descendants de Caïn, comme l'a dit Albert Camus, il s'est fait 3 choses. Il a eu un fils qui s'appelait Yuval. Yuval, en hébreu, ça peut être quelque chose comme le jubilé. Bon, il s'appelle Yuval. Et ce Yuval, il a fait une chose très intéressante. Il a inventé la musique. Il a inventé à la fois, dit le texte biblique, la harpe et la trompette, c'est-à-dire les instruments à cordes et les instruments à vent. Comme si, dans ces quelques lignes de ce paragraphe de la Bible, on nous donne un petit peu, au fond, les bases de la société humaine, quoi. La musique est une des institutions les plus importantes, apparemment, puisqu'elle est originaire, là, dans ce truc. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de Jean-Sébastien Bach, qui est pour moi mon musicien favori, je dois dire. Et, bon, les goûts et les couleurs. Mais de toute façon, nous savons que c'est lui qui a organisé toute la musique tonale européenne. Avant lui, il y avait il y avait de la belle musique, il y avait Vivaldi, il y avait tout ça, mais lui, il a mis de l'ordre dans tout ça. Et, bon, peut-être que si Dominique Bertrand viendra la prochaine fois, il nous dira ça un peu mieux que je lui. Et cette musique de Bach, moi, je sais que lorsque j'écoute une cantate, par exemple, ou une partita, tout ça, je suis angoissé, énervé, ou je ne sais quoi, enfin un affect pas agréable. Cette partita provoque sur moi un effet sédatif, apaisant, et souvent j'écris sous l'effet de la musique de Bach. La deuxième chose, c'est qu'il a fait une ville, comme le disait notre Philon d'Alexandrie. Ils étaient 3 chats, là, pourquoi faire une ville? Bon. Enfin, la ville en grec, ça se dit la police. Donc, on peut dire que dans la descendance de Caïn, il y a cette notion de police, c'est-à-dire de politique. Police en grec, la ville, c'est... Troisième fils, Tubal-Caïn, qui lui invente la forge. La forge, la métallurgie, et Philon disait, il forge les instruments de la guerre. Il paraît d'ailleurs que dans les fabricants d'instruments de musique à vent, anciens, souvent c'est Dominique Bertrand qui m'a dit ça, il y avait un sigle ou une gravure de Tubal-Caïn. Donc les musiciens avant reconnaissent Tubal-Caïn comme étant bon. En tout cas, il est quand même l'inventeur, c'est un pourvoyeur de guerre, et comme dit le fameux Clausewitz, la guerre, c'est la prolongation de la politique. Donc c'est ça notre projet, travailler ce poinçon, voir comment les choses peuvent, comme l'a dit très bien Sylvie dans une introduction dans sa carte postale, nous travaillons sur cette idée d'explorer cette fonction, ce conflit, pour voir simplement déjà comprendre quelque chose, même tout à fait partiel, de ce mécanisme, comment les hommes s'entretuent, comment les hommes évitent ce temps. Alors, comme vous le savez, ou commencez à le savoir, moi ce que j'aime dans ce séminaire, c'est que surgissent à nous des choses qui n'étaient pas prévues au début. Je me rappelle des critiques que j'ai pu recevoir dans l'Antiquité.
c'est qu'il faut faire un programme. Non, le programme, on a une ligne directrice, et puis les choses surgissent comme des fleurs sous nos pas. Ça, c'était une phrase à propos de musique. C'est Brahms qui disait ça. Brahms, il disait les mélodies surgissent sous mes pas comme des fleurs dans la prairie. Voilà. Et donc voilà, a surgi donc ce livre d'Edward Saïd, qui est conseillé par, il y a quand même un fil conducteur, par Judith Butler. Je suis arrivé à lui par Judith Butler, qui dans son livre Vers la cohabitation signale l'intérêt de cet auteur. Et je la remercie d'avoir fait, parce que vraiment, quand vous commencez à lire Edward Saïd, ça vous réjouit. Parce qu'un homme aussi élégant que lui, aussi dépourvu, il était par exemple tout à fait aussi, il disait que le ressentiment ne sert à rien. Bon, nous avons vécu une catastrophe, nous avons vécu un homme doit arriver, un être humain, enfin bref, la démarche, ce serait évidemment de ne pas sombrer dans le ressentiment. Et son texte, il n'y a pas une trace de ressentiment. Bon, je complète ce que vous avez dit tout à l'heure, en disant qu'Edward Saïd a entretenu des relations extrêmement amicales, on pourrait dire fraternelles, avec un grand musicien qui était argentin au départ, puis israélien, puis international, qui était Daniel Barenboim. Barenboim et Edward Saïd, et ils ont eux aussi pensé que la musique pouvait apporter quelque chose à la fin du conflit. Et c'est pour ça qu'ils ont créé l'orchestre, qu'ils ont appelé le Diwan, fait de moitié de Palestiniens et de moitié d'Israéliens. Je ne sais pas ce qu'est devenu aujourd'hui cet orchestre. Je pense que la mort d'Edward Saïd a fait que... Et puis, les événements sont ce qu'ils sont. La grande surprise, c'est de découvrir que ce Saïd était un passionné de Freud. La première chose qu'il a écrite, c'était sur Freud et sur l'interprétation des rêves. Et il en parle avec des termes vraiment, je dirais, parce que nous, finalement, les psychanalystes, en vieillissant, on devient un peu racornis, il faut bien dire, sauf les jeunes. Parce que lui, quand il parle de l'interprétation des rêves, il dit, mais ce livre, mais c'est incroyable, comment on peut avoir écrit un tel livre. Un enthousiasme. Il écrit ça dans un livre, son premier livre, qui s'appelait Beginning, comme son nom l'indique, les débuts. Donc, tout à l'heure, la présentation a été parfaitement faite, et j'ajoute donc que c'était un passionné de Freud, et si ce texte sur, en vérité, la conférence s'appelait pas comme ça, elle s'appelait le Freud et le Moïse de Freud, le livre de Freud s'appelle Der Mann Moses und der Monotheismus. D'autre part, un autre livre des débuts d'Edward Saïd, c'est son intérêt. Il a écrit un livre là-dessus pour un romancier que nous avons tous lu peut-être dans nos adolescences, mais peut-être on les relit maintenant, qui est Joseph Conrad. Évidemment, comme je suis un élève, je suis un bon élève, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite procuré le livre de Joseph Conrad. Il s'appelle Le cœur des ténèbres. C'est pas par hasard qu'il s'intéresse à Conrad. On va le voir pourquoi. Donc, ce livre de Saïd a en fait 3 parties. Il y a d'abord, ça se passe en psychanalyse, ça se passe à Londres, au musée Freud, et il y a 3 parties. Et les 3 parties sont intéressantes. C'est pas, il n'y a pas le noyau, l'amande centrale qui est très intéressante et le reste, non. Chacune des parties a un vif intérêt. La première, c'est de ce psychanalyste qui est assez connu. J'ai vu que son œuvre, certains de ses bouquins, moi j'en ai lu aucun, qui s'appelle Christopher Bollas, qui est un anglo-américain et qui est abondamment traduit en français.
Nous, les Lacaniens, on a un défaut, on est vraiment comme ça, on a des œillères, on ne s'intéresse pas à ce qui se passe. En vérité, le monde est beaucoup plus riche, même le monde analytique est beaucoup plus. Ensuite, il y a le noyau central, c'est la conférence, parce que c'est une conférence d'Edward Saïd, et après, on a tenu à ajouter une conférence d'une psychanalyste qui s'affirme comme juive. C'est important parce que, voilà, mais elle s'appelle Rosé, ou je ne sais pas si elle s'appelle Rosé ou Rose, elle est aussi une psychanalyste assez connue, même très connue, et qui est aussi, vous savez que j'ai un faible pour les féministes, elle est aussi féministe. Les féministes intelligents, bien sûr, pas les pétroleuses, mais des gens qui réfléchissent à la condition féminine, à ce qu'elle comporte de souffrance et de particularités. Alors, ce Bolas, il va parler de l'oppression coloniale. Et dans mon algorithme de tout à l'heure, je dirais, la place de Caïn est occupée par le raciste ou l'oppresseur. Pour ce Caïn-là, ce raciste ou cet oppresseur colonial, l'opprimé, le colonisé, n'existe pas. On s'en fout. Et il invente un concept qui est celui hallucination négative. Je suis un colonisateur. Bon, par exemple, Conrad, on voit comment, quand il va au Congo, il voit des Noirs, mais les Noirs n'existent pas, il ne les voit pas. C'est ce qu'il appelle l'hallucination négative. Quand vous êtes dans cette situation de raciste contre l'être que vous... cet être n'existe pas. C'est ce qu'il appelle donc l'hallucination négative. Ou alors, comme le dit Bolas, il ajoute, de manière un peu... Il dit que c'est une espèce de registre psychotique. Chez le colonisateur ou chez le colonial, il y a un côté psychotique. Quand vous opprimez un autre peuple, comme disait Marx d'ailleurs, vous-même, vous êtes aliéné. Et il appelle ça aussi, vous voyez, sa préface est intéressante, il appelle ça le génocide culturel. Ben, l'autre n'a pas de culture. On verra comment, dans la suite, sur la question de l'archéologie... Donc son premier livre, je disais, c'était sur Joseph Conrad. Alors, pour le raciste, dit ce Bolas, celui qui est racisé, si vous voulez, il a le statut de matière fécale. C'est son expression, qu'il faut évacuer. C'est pas des êtres humains, c'est de la merde. Lui, il parle plus poliment que moi, mais quand même, c'est pas très joli quand même. Il dit matière fécale. Alors, il y a cette notion qu'il introduit, qu'il reprend à Edward Saïd, sur la question de l'exilé comme étant appartenant à deux cultures, au moins deux. Dès l'instant où vous quittez votre pays natal, vous apprenez avec sa langue maternelle et tout ça, vous arrivez dans un autre pays, vous intégrez, vous adoptez sa langue, et à partir de ce moment-là, votre espace psychique, il est structuré d'une façon curieuse, parce qu'à chaque fois, vous avez toujours tendance, enfin moi c'est mon cas d'ailleurs, souvent je traduis les mots, les choses en autre langue, que ce soit en hébreu, que ce soit en arabe. C'est ce qu'il appelle donc une conscience contrapontique. Mais le même ajoute quand même, ce Bolas dit, oui d'accord, mais est-ce qu'on n'est pas tous des exilés? C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec ce rabbin Tenenbaum. D'une certaine manière, nous sommes tous, dès l'enfance, et des exilés. Non, à l'âge adulte, on devient des exilés de notre enfance. Et là, ils auraient pu quand même citer une des lettres de Freud les plus célèbres, je crois que c'est la lettre 52, dans laquelle Freud
décrit l'espace psychique comme une portée musicale, avec différentes strates. Au fond, toute pensée est contrapunctique. Voilà, c'est ce que... Quant à notre nostalgie de pays natal, de notre enfance et tout, nous avons dans la littérature française un exemple particulièrement important qui est notre Marcel Proust, qui toute sa vie a essayé de construire de manière contrapunctique, retrouver à la recherche du temps perdu. Nous avons aussi, l'année dernière, ou l'année d'avant, je ne me rappelle plus, travaillé sur Otto Rank. Otto Rank qui a parlé de ce traumatisme de la naissance, auquel Lacan, dans son dernier séminaire, à la fin des fins, va rendre hommage, en disant « Rank, c'est lui qui avait raison ». Donc voilà là, cette introduction de ce collègue, et j'en viens quand même au texte lui-même de Edward Said. Tout à l'heure, j'ai eu le plaisir de bavarder dans le hall, là, avec la dame qui est venue me prendre mon chèque. Il se trouve qu'elle est allemande d'origine, et il faut toujours essayer d'apprendre quelque chose. Chaque fois que l'occasion se présente, il faut toujours profiter de l'occasion. Alors je lui ai dit, est-ce que vous connaissez l'expression spät still? Elle m'a dit, mais bien sûr, spät still de Beethoven, tout de suite. Ah, elle m'a dit, ben oui, les derniers quatuors, c'est quand même spécial, ça ressemble pas à la musique antérieure. Tout ça, je l'ai appris dans le hall avec cette dame qui m'a pris mon chèque. Intéressant quand même. Et donc Edward Said avance, qui a une culture extraordinaire, cet homme. C'est vraiment un grand monsieur. Et je me suis procuré plusieurs de ses livres, dont le plus connu, c'est celui sur l'orientalisme. L'orientalisme comme invention occidentale. J'ai essayé de me procurer sa biographie. Malheureusement, l'édition qui le publie, qui s'appelle Le Serpent à plumes, a sombré dans le tourbillon de ces jeux de Monopoly que font les éditeurs français. Ils s'achètent, bon, le Serpent à plumes a été acheté par le Seuil et ils l'ont mis en liquidation. Donc ce livre est très difficile à trouver. Voilà. Nous aurons l'occasion peut-être, il paraît qu'il va être réimprimé. Alors, Edward Said commence par cette notion de Spätstil qui veut dire les écrits de la fin. Quand un créateur, un écrivain, un musicien arrive à la fin de sa vie, les grands laissent des œuvres qui ont un statut spécial, très compliqué par rapport aux œuvres, par exemple les quatuors de Beethoven. Je ne suis pas un spécialiste des quatuors de Beethoven, mais bien que je les ai tous entendus. Les quatuors de la fin sont particuliers, ils sont très denses, c'est sombre, et ceux qui étudient la musique de ces trucs s'aperçoivent que c'est un contrepoint très compliqué, c'est une musique très compliquée, et elle renferme des avancées sur les découvertes, les créations de la musique qui viendra une génération ou deux après lui. C'est le sort de tous les... Et il dit, c'est comme si l'auteur les écrivait pour lui-même. Il cherche que, au fond, quand l'avantage d'être vieux, parce que être vieux, disait l'autre, c'est une catastrophe. Eh ben non, c'est aussi un avantage. Vous vous en foutez de ce qu'on peut penser de vous. Vous n'êtes intéressé que par ce qui vous semble important. Et vous voulez le faire et le dire. Et c'est tout. Et le reste, si ça plaît, ça plaît. Ça plaît pas, eh ben tant pis pour vous. Et on laisse ça comme héritage. C'est le cas aussi d'ailleurs de Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien a eu un fils qui était très doué. Comment il s'appelait, il y en avait 4 ou 5 là, Jean-Christophe, non c'est pas Jean-Christophe. Il avait un fils qui avait beaucoup de succès, et lui, le vieux, enfin vieux, il avait une soixantaine d'années, il n'avait plus le même succès, alors on lui a dit, pourquoi vous êtes comme Jean-Christophe Bach, qui a écrit de la très belle musique, hein.
Son concerto pour violoncelle, par exemple, sont de très belles œuvres qui annoncent Mozart. Mozart était un peu un disciple, bon bref. Pourquoi vous l'écrivez pas comme votre fils? Regardez, ça marche très bien, il a beaucoup de succès, il dit John Herrera. Et il écrit cette œuvre très particulière qu'on appelle l'art de la fugue, qui est vraiment épurée jusqu'à ces dernières... et à tel point d'ailleurs qu'il n'a pas terminé. Et c'est une œuvre inachevée. C'est vraiment cette fameuse œuvre tardive. Et il dit c'est comme si l'auteur écrivait pour lui-même, des œuvres pas très bien structurées même. Et c'est le cas de Freud avec son Moïse. Alors moi, mon Spätstil, je me permets comme ça, ce sont les 2 derniers livres que j'ai publiés, je les appelle mon Spätstil, et je me fous de ce qu'on pense, je veux les écrire, c'est essentiel pour moi, le reste, c'est pas grave. Ce texte, c'est aussi le Spätstil d'Edward Said, puisqu'il est mort un an plus tard, et emporté par un cancer. Donc, ce qui nous intéresse chez Saïd, dans un groupe de psychanalystes que nous sommes, c'est le fait de cette passion qu'il a pour Freud. Étonnant, vraiment. Ça n'empêche pas d'estimer comme il estime Freud de le critiquer. La pensée de nous sommes quand même un des maîtres de l'Occident, c'est quand même Karl Emmanuel Kant, c'est la critique. Nous critiquons l'œuvre de Freud, nous critiquons l'œuvre de Lacan, nous critiquons dans le respect, dans la continuité, mais le travail de pensée, c'est un travail de critique. Ça, si vous pensez que il y a une pensée religieuse qui est, elle, on ne critique pas, c'est sacré, c'est la parole divine, c'est la parole des prophètes, je ne sais pas quoi, on ne dit rien, c'est comme ça. Eh bien non. Alors, malgré cette immense admiration, il note que Freud ne s'intéressait pas du tout à ce qui était extra-européen. Il n'est pas le seul. Toute l'Europe a été, et continue d'ailleurs en partie, à être comme ça centrée sur elle-même. Cette morgue européenne, avec des références grecques, latines, qui sont très importantes. Attendez, il ne faut pas les minorer, hein. Hébraïque même. Et Freud a apporté un peu d'intérêt ce qu'il a appelé les peuples primitifs, les peuples de l'ethnologie, si vous voulez, à travers le grand ethnologue anglais qui était Fraser. Tout ça pour faire son livre pour lequel il avait une estime particulière qui était donc Totem et Tabou. Au fond, c'est par l'intermédiaire de... À part ça, les 2 personnages hors du monde européen auxquels Freud s'était intéressé, c'était 2 sémites, un qui s'appelait Hannibal, tunisien, je vous signale, bon, ce qui fait que la psychanalyse a un côté tunisien, à travers cette identification de Freud à Hannibal, et Moïse. Ce sont à la fois 2 sémites et ce sont en même temps, parce que quand même Hannibal comme Moïse, la civilisation occidentale s'y intéresse. Ils ont un statut que je pourrais appeler outsiders. Ce sont des outsiders. Les extra-européens n'intéressaient pas Freud. Je ne trouvais pas de trace dans son œuvre d'intérêt pour cette grande civilisation de l'Inde ou de la Chine. Il avait un intérêt quand même pour le statuaire égyptien. Bon, c'est ça, bon. Et voilà qu'à la fin de sa vie, alors c'est pour ça d'ailleurs notre redécouverte de Conrad. Pourquoi Conrad? Parce que Conrad est le seul écrivain occidental, à la fin du 19e siècle et au début du 20e,
qui s'est intéressé à quelque chose d'autre que l'Europe. Et en particulier ce livre, Le cœur des ténèbres, il va en Afrique. Il va en Afrique, il va au Congo, et il fait une image de ce qu'est le Congo à la fin du 19e siècle, le Congo belge d'ailleurs. Conrad introduit dans la civilisation occidentale au moins un éclairage sur le monde extra-européen. Et ils ne sont pas nombreux, par contre. D'où l'intérêt d'Edouard Saïd pour Conrad, auquel il va consacrer un livre. Je dois dire que sur Conrad aussi, déjà, on avait attiré notre attention par un écrivain qui s'appelait Sebald. Pour ceux qui étaient là il y a quelques années, on avait travaillé sur Sebald, ce grand écrivain allemand, extraordinaire écrivain allemand, qui a écrit des essais sur Sebald, sur Conrad. Apparemment, Conrad est un personnage important. Rendons quand même hommage à la culture française. Nous avons eu en France quelqu'un, après Conrad, peut-être sous l'influence de Conrad, qui s'appelait André Gide. André Gide a été au Congo, probablement au Congo-Brazzaville, et il a écrit 2 petits livres sur le Congo, que je n'ai pas lus, où il dénonce ce qu'était le colonialisme et les rapports qu'il va faire, parce que c'était quand même un personnage important, André Gide, les gouvernements de la Troisième République ont tenu quand même compte de certaines de ses propositions, et paraît-il, on aurait amélioré un peu la situation. Donc, on dit que notre culture, avant la mondialisation, elle était européo-centrée. Je ferai quand même quelques exceptions que Edouard Saïd ne prête pas attention. Par exemple, Picasso et l'art africain. J'ai quand même intéressé à ça. Et en musique, nous avons eu aussi, puisque la musique de plus en plus prend dans mon esprit une importance très grande, le jazz a été quand même un intérêt européen pour une musique. Et un grand musicien du XXe siècle comme Maurice Ravel s'est beaucoup intéressé au jazz. Et il y a des parties dans Concerto en sol, par exemple, à mon avis, le premier mouvement, il est très jazzy quand même. Bon. Et il y avait une relation très, très amicale entre Maurice Ravel et, comment il s'appelait l'autre là, Gershwin, qui a fait ce concerto en fa, l'Américain à Paris, etc. Il y a une petite anecdote. Gershwin demande à Ravel, Ravel était un des plus grands spécialistes de l'orchestration. Et Gershwin lui dit, j'aimerais que vous me donniez des cours. Il est mort très jeune, Gershwin. Et Ravel lui dit, vous n'avez pas besoin de leçons, vous avez déjà une maîtrise. Voilà. Bref, c'est une aparté musicale. Freud n'a pas connu l'effondrement du monde occidental, du monde européen dans la guerre, et ni dans le post-colonialisme. Il faut se rendre compte de ce qu'était la conception du colonisé, je vais l'appeler comme ça, dans la pensée occidentale. Et par exemple, il cite un psychiatre, paraît-il très connu, moi j'ai jamais entendu parler de lui, mais bon, qui s'appelle le professeur Porot. Vous connaissez le professeur Porot? C'est vraiment une sale bête, ce gars. Voilà ce qu'il disait. Alors, je vais vous lire quand même une petite phrase. Ça, c'est... Ce primitivisme, c'est le professeur en question qui parle. Je ne sais pas où il était à Sainte-Anne. En Algérie. En Algérie, oui. Ah, il est en Algérie. Oui. Ah oui. Alors voilà comment il parle des Algériens. Oui. Ce primitivisme n'est pas seulement une manière résultante d'une éducation. C'est pas l'éducation. Il y a des assises beaucoup plus profondes. Nous pensons qu'il doit avoir son substratum, une disposition particulière dans l'architectonie. Nous sommes en présence d'un comportement cohérent, d'une vie cohérente, scientifiquement explicable. L'Algérien, apprenez-le comme il faut le dire, monsieur Machin, n'a pas de cortex. Oui, Bang, n'a pas de cerveau, quoi. N'a pas de cortex.
ou, pour être plus précis, la domination, comme chez les vertébrés inférieurs, du diencéphale. Les fonctions corticales, si elles existent, sont très fragiles et non intégrées dans la dynamique de l'existence. Waouh! Ça, c'est dans les années 30 quand même, hein, à peu près. Quand vous lisez ça, quand même, vous êtes un peu étonné. Hein. Bon, bref. Alors, contre ce type est venu, nous avons eu un psychiatre antillais qui a travaillé en Algérie, mais qui a surtout travaillé en Tunisie, il faut bien dire, parce qu'il y avait la guerre en Algérie, qui s'appelle Frantz Fanon. Frantz Fanon, qui a écrit un livre publié à titre posthume, que je n'ai pas lu, d'ailleurs c'est une carence énorme, il va falloir que je la comble, qui s'appelle Les damnés de la terre. Et alors que voilà les phrases qu'il dit. Quittez cette Europe qui n'en finit pas de parler de l'homme, tout en le massacrant. Ça doit vous évoquer des choses, ça, non? Partout elle le rencontre, à tous les coins de ses propres rues, à tous les coins du monde. L'Europe a pris la direction du monde avec ardeur, cynisme et violence. Et voyez combien l'ombre de ces monuments s'étend et se multiplie. Chaque mouvement de l'Europe a fait craquer les limites de l'espace et celles de la pensée. L'Europe s'est refusée toute humilité, toute modestie, mais aussi toute sollicitude et toute tendresse. Ce qui caractérise l'Europe, c'est le culte qu'elle a de la technique. Quand je cherche l'homme dans la technique, je vois une succession de négations de l'homme, une avalanche de meurtres. Frantz Fanon, qui actuellement, curieusement, connaît un renouveau, un succès nouveau. En particulier, j'ai une amie qui s'appelle Alice Cherki, qui a écrit un livre sur Frantz Fanon, etc. Alors, l'intérêt... et c'est l'apport original, quand même... du travail d'Edouard Saïd sur Moïse, le Moïse de Freud, c'est que Moïse, pour lui, se situe à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de notre civilisation. C'est un personnage assez particulier, vu par Edouard Saïd, qui en lui-même intègre, je ne sais pas s'il intègre, mais en tout cas, il contient à la fois l'Occident et l'Orient. Parce que pour Freud, ça j'étais frappé de le noter, mais c'est pas faux. Les Juifs sont des Européens. Ce sont des gens méditerranéens. Quand on dit qu'ils sont des étrangers, c'est faux, puisque Freud dit ils étaient, par exemple, les Juifs allemands étaient en Allemagne avant les Romains. Donc pour lui, les Juifs sont des Européens. Moi, je me suis senti un peu gêné là, parce que quand même, je suis pas un Européen, moi je suis tunisien, et donc pour lui, cette conception des Juifs comme étant européens m'a un peu gêné, et ça explique quand même beaucoup de choses sur l'attitude qu'en Israël on a eue à l'égard des Juifs venant des pays arabes, ce mépris, cette mise à l'écart, etc. Mais l'intérêt de Freud, dit-il, c'est que chez lui, même s'il ne connaît pas, il n'y a pas chez lui de barrière hermétique. Il a ce concept qui est quand même fondamental dans la psychanalyse, qui est le retour du refoulé. Ce retour du refoulé, c'est le retour de ce primitif, c'est le retour de cette civilisation qui est rejetée, extra-européenne, d'une certaine façon, qui revient dans le retour du refoulé. En particulier, il cite le cas de l'interdit de l'inceste, dans Totem et Tabou, c'est le premier chapitre, dans lequel Freud note que tous les pays dits primitifs respectent cet interdit de l'inceste. Et il semblerait que cet interdit de l'inceste dans notre civilisation, malgré toutes les abominations de l'inceste que nous savons, serait quand même le retour de quelque chose de très ancien.
beaucoup d'intellectuels du tiers-monde, à cause de ce racisme, à cause de ce désintérêt des grands penseurs européens pour le tiers-monde, ont décidé de ne pas s'intéresser aux penseurs européens. Et Saïd, ça c'est une grande erreur. C'est une grande erreur. On n'a pas à rejeter ces œuvres occidentales parce qu'elles seraient racistes. Il n'approuve pas cette position et il dit, c'est ça la grandeur de ce personnage, de cet auteur, n'est-ce pas? Il faut les prendre dans leur contexte. Au XIXe siècle, tout le monde était colonialiste. Hein. La gauche, la droite, tout le monde. Hein, parce que le colonialisme, c'était le bien. C'était la civilisation. On vous apporte la médecine, on vous apporte l'éducation, on va vous développer votre cortex. Hein, comme vous avez vu que le cortex n'est pas terrible, on va vous le développer, etc. Donc moi, quand j'ai fait mon livre sur le sionisme, j'ai vu, même Marx, il n'a pas critiqué le colonialisme. C'était l'air ambiant. C'était vraiment la pensée universelle. Il y avait une espèce de frontière qui était indépassable. Et quand on allait en faire des opérations de conquête de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Afrique noire, etc., c'était par grandeur d'âme. On la rapporte bien. Alors, aujourd'hui, quand on fait une opération militaire quelque part en Irak, c'est pour leur bien. Bien sûr. Qui est-ce qui va douter de ça aujourd'hui? Personne, n'est-ce pas? Alors, Saïd n'approuve pas. Il dit, il faut les prendre dans leur contexte. Et ces grands auteurs, relus à la lumière de notre contexte à nous, ont permis le surgissement de grandes œuvres nouvelles. Et il cite le cas d'un auteur, Naipaul, qui est un Indien, qui a eu le prix Nobel de littérature, et il dit Naipaul n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu Conrad. Voilà. Donc, il a cette phrase que je trouve très belle. Qu'est-ce qu'un auteur qui écrit des bouquins aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un auteur? C'est un lecteur de ses prédécesseurs. Ça, c'est quand même. Nous sommes dans une chaîne de lecture où nous lisons les uns les autres. Et aujourd'hui que les frontières sont tombées et que nous accédons quand même à ces écrivains, à ces penseurs, tout cela suscite des œuvres nouvelles dans un contexte nouveau. Je pense par exemple, je prends un auteur arabe par exemple, un penseur arabe, Ibn Arabi. Aujourd'hui, le succès d'Ibn Arabi, qui est le maître du soufisme, qui a été le maître de ce grand Abdelkader en Algérie, et ça fait partie du commerce culturel plus ou moins répandu. L'importance, la symbiose qu'il y a eu entre la pensée philosophique arabe et juive, par exemple, Maïmonide disait très clairement je n'ai eu de maître en philosophie qu'arabe, que musulman. C'est souvent des gens qui étaient d'ailleurs plutôt de l'Asie centrale, comme Avicenne et tous ces gens-là, qui sont des musulmans de cette partie du monde très importante qui est l'Asie centrale, et qui a vu naître des gens comme Avicenne, Ibn Sina, Al-Kindi et quelques autres, Al-Farabi, le grand commentateur d'Aristote, tout ça, toute cette... voilà. Chaque auteur est un lecteur de ses prédécesseurs. Il n'y a pas de table rase. C'est pas une bonne position, en tout cas. Et je trouve ça très émouvant de lire. Eh bien, nous aussi, nous dialoguons avec l'œuvre de Freud, dont il dit d'ailleurs, Edward Saïd, que ça a redessiné l'espace culturel européen et qui se prête à une relecture. Nous sommes amenés à relire Freud dans un contexte, ce que d'ailleurs nous tentons ici, et une relecture qu'il n'aurait lui-même jamais imaginée.
Alors, Freud avait un grand intérêt, vous savez, pour l'archéologie. Il considérait que sa pensée était une pensée archéologique. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai donné comme titre à un de mes derniers livres le terme d'archéologie. Il avait une grande admiration pour Schliemann. C'est l'homme qui avait redécouvert, on pensait que c'était un mythe, Troie, la ville de Troie, la guerre de Troie, tout ça. En fait, c'était réel, et cet archéologue qui s'appelle Schliemann a découvert cette ruine. Donc, à la fin de sa vie, Freud va être obsédé par la personne de Moïse. Alors pourquoi ? Eh bien, je suis désolé, vous le saurez la prochaine fois. Madame la Présidente. Ben oui, je vais laisser la parole à ceux qui, comme moi, vous-même, ont avez découvert voilà, votre lecture de cet ouvrage qui, moi, effectivement, m'a passionné. Et il m'a fait questionner beaucoup sur notre actualité, sur des notions d'intérieur et d'extérieur, d'interne et d'externe, mais c'est à la fois dans nos psychismes, mais à la fois dans des espaces territoriaux, la notion de frontières, de nos conflits sur des frontières, aussi une réflexion alors qui m'a plus laissé en questionnement par rapport à la mondialisation. Oui. Et quid des cultures, des langues à l'intérieur de la mondialisation. Là, on perd un peu ses repères parce qu'il n'y a plus de frontières dans cette mondialisation. Mais est-ce que pour autant, parce qu'il y a moins de frontières peut-être, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de différences, et enfin des choses. Et puis la question du refoulé de l'histoire, du refoulé comme dans le psychisme individuel. Voilà, moi j'ai trouvé ce livre extrêmement riche, assez facile à lire, parce que oui. c'est bien pas si écrit. facile par moment, mais bon, assez c'est quand facile. même bien écrit. Je me suis interrogée sur la traduction, je me suis dit le traducteur quand même a vraiment fait un beau travail. Il a peut-être relu parce qu'il parlait le français aussi. Voilà, je trouve que c'est accessible pour nous dans notre langue, dans ma langue maternelle. Et cette notion aussi d'exilé qui connaît plusieurs cultures et qui du coup n'a plus une vision en une seule dimension. Ça c'est aussi voilà. Il y a tout ça qui a nourri ma réflexion au fil de la lecture. Donc et vous, qu'avez-vous envie de nous dire maintenant sur ce texte, sur ce commentaire ? Est-ce que vous pourriez dire le titre exact de ce livre ? Alors, ce livre, c'est Freud et le monde extra-européen. D'accord, merci. Bon, dans ce que j'ai pu dire, il y a plusieurs choses quand même. Il y a cette idée que nous voulons comprendre ce qui se passe dans la violence de notre époque, n'est-ce pas ? Et au départ, nous sommes partis sur cette idée que le DIP était inopérant. Où il l'explique que très partiellement. Les guerres auxquelles nous assistons, les violences, la psychanalyse est muette là-dessus parce qu'elle n'a pas d'instrument. Or, nous lui fournissons un instrument qui est notre rivalité fraternelle, qui va se démultiplier et se déplacer sur des formes diverses et variées. C'est pour ça que j'en ai fait, moi, une fonction, un algorithme. Comment faire pour que le conflit se métabolise en accord, et pas en guerre et en violence. Vous avez parlé de l'effet de la musique. Oui. Et moi, je vous renvoie un documentaire qui a été fait en 2011 par un documentaire qui a été fait en 2011 par une dame qui est franco-algéro-irlandaise qui s'appelle Madame Boulbina. Et le titre du documentaire, il s'appelle El Gusto. El Gusto. Qu'est-ce qu'il dit ? L-E-L, oui. Gusto, G-U-S-T-O. C'est ça, oui. Ça veut dire quoi ça ? Le goût. Ah, El Gusto. El Gusto, peut-être que je prononce mal, oui. Et donc ce documentaire a été fait sur la base d'une réactivation d'un orchestre algérois, judéo-arabe, reconstitué 40 ans après.
Et l'œuvre a été un chef-d'œuvre monumental. Voilà. La musique est vraiment, on va étudier, on a mis ça à notre programme, parce qu'effectivement l'importance, prenons le cas que nous connaissons de l'Afrique du Nord, s'il y a bien un endroit où il n'y a pas de conflit entre juifs et musulmans, ça a été la musique. Les orchestres, Habib Amsika et tous ces gens-là, les grandes vedettes de la musique, le Malouf et tout ça, c'était là que ça se retrouvait sans distinction, quoi, dans une reconnaissance mutuelle. C'est exceptionnel. C'est pour ça peut-être que Edouard Saïd et Barenboim ont voulu créer leur orchestre, mais bon, là la violence est telle que tout saute, quoi. Mais nous les Maghrébins, on a vécu ça. On a vécu que la musique est une instance de rencontre et pas de conflit. Je crois que ça s'appelle l'orchestre du divan occidental-oriental. C'est celui-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été financé longtemps par l'Andalousie. Donc quand vous pensez conflit, pensez à notre algorithme. Il faut apprendre notre mathème. Est-ce qu'on peut faire un lien entre cette notion de vengeance et le ressentiment dont Edouard Saïd... Le ressentiment n'est pas un acte, c'est un... Non, mais est-ce que c'est pas la source? Est-ce que c'est pas... c'est individuel? Il n'y a pas de loi qui le réglemente? Est-ce que c'est... Il faudrait qu'on lit un livre, je ne sais plus comment il s'appelait, ce philosophe, Schellcher, un nom comme ça, qui a écrit un livre qui s'appelle L'homme du ressentiment. C'est lui qui a lancé ce concept. On le trouve d'ailleurs aussi chez Camus, il en parle. C'est un piège pour l'homme de s'enfermer dans le ressentiment. Qui peut déboucher sur la violence. Qui peut déboucher sur la violence. Ou sur la stérilisation. C'est-à-dire la personne qui vit dans le ressentiment, il peut pas forcément. Il n'a pas toujours les moyens de déboucher sur la violence. Il va. C'est très difficile de ne pas ressentir le ressentiment. On a tous notre petite ration de ressentiment à l'égard de personnes ou d'institutions, ou de ce qu'on voudra. J'ai une question très naïve. Ah oui, c'est les meilleurs. Comment expliquer à deux personnes, de même religion ou pas, qu'il y a de la place pour les deux? C'est le grand problème, ça. On avait abordé ça la dernière fois déjà. Oui. La grande question éthique, c'est Hannah Arendt qui a soulevé ça, c'est la cohabitation. Le grand crime, disait-elle, du nazisme, c'est d'avoir refusé la cohabitation. Tout groupe humain qui refuse la cohabitation, il déconne, quoi. Il est dans la barbarie. Et juste, Gérard, tu fais référence à ce livre de Judith Butler, qui, grâce à elle, tu as découvert Edouard Saïd. Judith Butler, oui. Oui, sur la question de la cohabitation. Et c'est un livre subversif pour moi, parce qu'il y a des notions qui sont... ça va du plus simple à des articles très complexes. Hein, sur Walter Benjamin, c'était pour moi très très complexe, mais en tout cas, Edouard Saïd l'a accompagné tout au long de son livre. Oui. Comme il a développé ses thèses dans cet espace culturel qui est l'Amérique, l'université américaine. Donc elle est dans ce débat avec Saïd. Nous, on ne l'est pas. Enfin, en France, on fait rarement appel à des professeurs de l'université de Londres. On reste quand même enfermé dans notre formation à des penseurs, à des références françaises, franco-françaises.
Et elle aussi, hein, parce que cet univers, c'est la leur aux États-Unis. C'est pas. Mais elle était Elle n'a pas californienne. retrouvé en Palestine, Edward Said. C'est son collègue d'université, etc. Edward Said, dans le monde arabe, n'est pas très lu. Hein, c'est aussi un tort. Parce que, d'abord parce qu'il écrit beaucoup enfin, son écriture, elle est en anglais. Il écrit presque pas dans la langue arabe. Qu'il connaît peut-être mal. Qu'il connaît peut-être mal. Il est traduit. Ah, il est traduit quand même. Il est traduit. Tous ses livres sont traduits. C'est une figure de résistance importante parce qu'il a fait partie de l'OLP avec Yasser Arafat et le groupe de défense de la Palestine. Et c'est une figure qui est entrée tardivement dans la politique. C'est Conrad au départ, c'est Freud, jusqu'à 1967, où là, il se passe quelque chose pour lui qui le fait entrer dans la politique. Mais avant 1967, c'était un lecteur de la psychanalyse, un lecteur de Conrad. De Conrad. Alors, là, c'est juste, enfin, pour te dire, c'est quelqu'un qui a abandonné complètement la résistance palestinienne après les accords d'Oslo. Ça a été une fissure pour lui. Ah bon? Oui. Justement, tu parles de l'exilé, et là où ça a buté pour lui, Oslo, c'est que ils n'ont pas donné de la place à l'exilé. C'est-à-dire que la question des retours des réfugiés palestiniens, leur droit au retour, n'était pas mise sur la table de négociation. Et Saïd a retiré à ce moment-là sa c'est pour place. ça qu'il a démissionné. Il a démissionné sur la question des réfugiés. C'était pas sur autre chose. En disant que c'était important, c'est tout ce qu'il avait voulu qu'on mette sur la table de négociation, qu'il y ait un débat à Oslo sur cette question. Et ça n'a pas été pris en compte. Il s'est retiré de l'OLP et il est devenu un fervent critique contre Arafat. C'était devenu son premier ennemi. Ah bon? Il écrivait au moins 2 articles par jour dans des revues, dans des journaux. Contre Arafat. Contre Arafat, oui. Alors, vous trouvez ça dans son livre, je crois. Sur sa biographie, là. Non, pas la bibliographie, c'est un ensemble d'articles sur l'égalité ou rien. Voilà, La grande qui s'appelle l'égalité ou rien. Après, donc la question de l'exil et de l'exilé est pour lui une ligne rouge. C'est quelque chose au-delà de laquelle il ne peut pas se résigner. Après, la question de la cohabitation, c'est autre chose, c'est ce que j'ai entendu dans le débat. Il peut aussi être entendu dans la rencontre qu'on peut avoir du malade psychique. Du malade psychique. Oui. Dans des lieux, dans l'hôpital, dans c'est Frantz Fanon, ça. Alors, Frantz Fanon, il découvre ça en Algérie, mais il l'a découvert un peu au Sénégal, il l'a découvert en Tunisie, enfin, cette rencontre avec l'étrangeté de l'autre. Et ça, on l'a même dans les services cliniques, ici en France, hein, pas forcément l'exilé, l'immigré, parfois dans des services qui accueillent des personnes autistes. Hein, c'est pas forcément l'autre qui est de couleur différente, de culture différente. On le rencontre même avec des malades, où je ne veux pas la chambre qui est à côté de telle, oui, pourquoi, oui, mais parce que c'est en odeur. La grande majorité des conflits, ce sont des conflits de cohabitation. C'est presque quelque chose qui fait, si tu veux, l'algorithme, c'est quelque chose qu'on lit dans les institutions
c'est soit des cohabitations entre des collègues, soit des cohabitations entre des patients, soit des cohabitations entre la direction et les services. Enfin, on a un problème de cohabitation qui semble être une maladie du siècle. Hein, une maladie, en tout cas, C'est une maladie humaine, tout court. une maladie humaine. Alors, ce qui est fort chez Judith Butler, c'est qu'elle va toucher quelque chose chez Eichmann avec beaucoup de cynisme. Elle dit, lui, il a voulu choisir avec qui cohabiter. Et ça, c'était son erreur fondamentale. Nous n'avons pas à choisir avec qui nous cohabitons. Et cette sélectivité, c'est ce qui va entraîner l'art dégénératif, c'est ce qui va entraîner les fous comme dégénérés, c'est ce qui transpire dans les propos de ce psychiatre en Algérie, c'est-à-dire créer une catégorie où l'autre, différent, c'est pas avec lui que je veux cohabiter, donc c'est mon moi à moi, les différents du Je sien. ne veux même pas lui parler. Voilà, il n'existe pas. Il n'existe pas. C'est ce qu'il appelait l'hallucination négative. Donc ce que tu nous ramènes et dans cette lecture et à travers des cultures différentes, c'est aussi une façon de lire notre quotidien aujourd'hui. Même dans un métro, dans un bus, les gens n'arrivent plus à cohabiter. Enfin, il n'y a personne qui... Il y a un problème fondamental dans le lien à l'autre. Bon. Ça peut déboucher dans l'extrême à une guerre. Alors, troisième chose, et après je me tais, l'hallucination négative n'est pas un terme à ce monsieur, c'est un terme à Freud. C'est un terme de Freud quand il va parler, je crois, dans les 5 psychanalyses, il a parlé de l'hallucination positive et l'hallucination négative. L'exemple qu'il donne, c'était l'homme au loup. Oui, son doigt coupé. Son doigt coupé, voilà. C'était l'hallucination. Mais il en fait... C'est de là que Lacan va construire sa théorie de la psychose. Voilà. En disant que, puisque Freud, l'hallucination négative, il dit, ça n'a rien à voir avec le refoulement. C'est une création. Et il avait employé le mot allemand de Verwerfung, qu'il a traduit par le rejet. De rejet. Et que lui va traduire par forclusion. Enfin, pas... Je crois Donc la question de la folie, elle est tout le temps là, quoi, d'une certaine façon. Je crois qu'il faut qu'on Qu'on conclue. conclue notre soirée.